Jean-Louis Nogaro, bonjour. Bonjour, bonjour Gilles. Bienvenue, on va parler du Théorème des grands hommes, un livre qui vient de sortir il y a quelques jours. On ne peut pas parler de semaines, de Le jours. 21 septembre, un peu plus d'un mois. Avant de parler du livre, moi je voulais qu'on revienne sur l'histoire d'une maison d'édition stéphanoise qui a quelques années maintenant. Ça s'appelle Le Caïman. Comment est née cette idée de s'éditer, d'éditer des livres? Alors, ça va faire 14 ans en janvier. Donc, comme on dit à Saint-Étienne, ça fait une paye. Voilà, ça fait une paye de septennat. C'est né déjà de mon intérêt, pour pas dire mon amour pour le polar. Et c'était pas du tout dans mon intention au début. Moi, avant de monter cette maison, j'ai écrit des romans. Et il est arrivé un moment dans ma vie d'auteur où j'ai eu 3 livres qui étaient pris par des maisons, retenus par 3 maisons d'édition différentes. Et pour des raisons différentes, les 3 n'ont pas donné suite. Alors, plus ou moins dramatique, puisque dans le tas, il y a eu un décès, et c'était une maison qui était tenue par une seule personne. D'autres, c'était financier, enfin voilà. Donc, 3 bouquins écrits, j'ai plus trop envie d'en écrire d'autres, et j'ai voulu monter une petite maison à mon tour. Et là, l'idée de monter, c'était de produire, je ne sais pas si c'est le mot qu'on peut employer, c'était justement de mettre en avant des amis, ou c'était un peu, on lance une souscription, on dit, voyez, envoyez-moi vos manuscrits. Ouais, non, voilà, c'est ça. Alors l'idée, c'était, alors déjà pas de me publier moi, j'aime pas ça. Alors je l'ai fait pour le premier livre, parce qu'il fallait bien que quelqu'un essuie les plâtres. Non, j'ai tout bêtement monté un site internet en disant, voilà, nouvelle maison d'édition, gna gna gna, envoyez vos manuscrits à telle adresse. Donc j'ai été inondé dans un premier temps, justement par les amis qui avaient des bouquins qu'ils n'avaient pas réussi à caser ailleurs. Voilà, et puis on a mis longtemps avant de trouver un bouquin. Et la condition, c'était que ce soit un polar? Ouais, au début c'était uniquement, on n'avait qu'une collection, c'était polar en France. Il fallait un polar qui se situe dans un endroit précis en France et qu'on sente l'endroit dans le livre. Parce qu'aujourd'hui, c'est évident qu'avec 14 ans, on se rend compte qu'il y a des auteurs qui viennent un peu de toute la France. Ouais, on voit des salons un peu partout sur les réseaux. Un coup c'est à Toulon, un coup c'est de l'autre côté de la France. On en a partout là. Aujourd'hui, au moment où on parle, on a un auteur, le dernier livre qui vient de sortir, qui est aux Utopiales de Nantes, par exemple. Et lui, il est du Tarn. Donc voilà, effectivement, on est un petit peu partout. Le premier auteur qu'on ait retenu, ça a été Philippe Paternoli d'Aix-en-Provence, qui m'avait envoyé son livre sans connaître la maison. Donc ce qui est courageux, parce qu'une nouvelle maison d'édition, on ne sait pas ce que ça va devenir. Et puis quand on se lance comme ça, est-ce qu'on a des idées en tête, des chiffres? On se dit, il faut en vendre tant, comment je vais refaire la promotion? On découvre sur le terrain, sur le tas? Ouais, complètement. Alors moi j'avais une petite expérience, puisque j'avais publié déjà, donc ce métier de l'édition me plaisait. Donc j'avais bien discuté avec des directeurs de collection, etc. J'avais quelques idées, mais j'ai appris énormément et je continue à en apprendre tous les jours. Et ça, c'est le propre de la vie, c'est d'apprendre tous les jours. Exactement. Et il y a un code couleur qui revient à chaque fois sur les couvertures, c'est un fond noir et un côté jaune. Ah, le noir et le jaune, c'est les couleurs de la série noire et des premiers polars américains. Donc on a voulu garder une maison d'édition stéphanoise, on s'attend à avoir un point vert. Ouais. Non. Alors justement, l'idée, c'était... Alors on est stéphanois et c'est vrai qu'on est content d'y être et on n'a pas envie d'aller ailleurs, même si c'est pas ce qu'il y a de plus simple, parce que pour rencontrer du monde, l'édition ça se passe à Paris, mais on est bien à Saint-Étienne, puis on n'a pas les moyens d'aller à Paris, et puis si on les avait, on n'irait pas. Mais ouais, non, mais l'idée c'est pas faire la maison d'édition régionale de Saint-Étienne. On est stéphanois, mais on publie des polars. C'est pas ce que vous mettez en avant. De partout, voilà. Et est-ce que vous êtes encore dans le fait d'aller chercher des auteurs, ou alors maintenant avec la renommée, vous n'avez plus besoin? Ouais, alors non, effectivement. Alors, c'est pas la renommée du tout. C'est notre cap. On n'a pas une force éditoriale extraordinaire. On publie environ 8 livres par an. Et les auteurs qui ont publié chez nous, a priori, s'ils ont un nouveau livre, ils sont publiés aussi. Je dis a priori, il peut y avoir des exceptions parfois, par rapport à tel genre de livre qui ne colle pas ou pour d'autres raisons. Mais du coup, sur ces 8 livres, on a chaque année 3-4 auteurs qui republient. Et ça laisse peu de place aux nouveaux auteurs. Donc on ne cherche pas. Sur notre site, il est marqué, on n'étudie plus de textes, on en a trop et vraiment de qualité. Mais quand même, en croisant des gens sur des salons, on reçoit des demandes intéressantes. Donc on arrive à faire entrer de nouveaux auteurs, mais c'est à la marge.
Souvent, quand on a une passion, ça nous coûte déjà beaucoup de temps, mais aussi beaucoup de moyens financiers. Est-ce que votre passion, elle est rentable? Est-ce que vous mettez des sous de votre poche? Ou alors est-ce que, à la fin du fin, finalement, vous avez un petit peu des bénéfices? Alors, on n'a pas du tout de bénéfice. Rien. J'ai posé la question, mais Ouais, j'avais déjà la ouais, réponse. rien du tout. Donc, il m'est arrivé de mettre de ma poche pour faire boucler les fins de mois. Ben voilà, un bouquin qui sort, il faut payer l'imprimeur, quoi qu'il arrive, même si le livre ne se vend pas. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Je pensais qu'un livre, il sortait, on en vendait 500, on gagnait 500 fois le pourcentage. C'est beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'il y a des jeux, des retours de librairie. Donc, en fait, un livre, ça rapporte pas beaucoup. Hein, donc voilà, non, il nous arrive d'avoir quelques coups sur certains livres qui nous font, alors coût COUPS, qui nous font gagner un peu d'argent. Cet argent, on le réinvestit tout de suite dans l'activité. Donc non, aucun bénéfice, j'ai pas changé de train de vie. On est dans une période de Noël. Est-ce que c'est quelque chose qui joue dans les ventes de livres? Ouais. Alors pas spontané, pas sur les ventes sur le site, par exemple, on a un site, hein, éditionducaïman.fr. On n'a pas de commande spécialement à Noël, ni pour le Black Friday, ni pour rien d'ailleurs. Par contre, sur les salons, on voit, à partir de maintenant, on commence à voir des gens qui achètent des livres pour offrir. Ils disent, ah bah tiens, machin, on ne savait pas quoi lui offrir, il aime bien les polars, un livre dédicacé. Donc oui, il y a ce phénomène. Ouais. Dernière question technique, vous avez parlé des retours. Qu'est-ce qui se passe quand les livres reviennent chez vous? Vous en faites quoi? Alors, Vous les donnez aux bibliothèques, vous les faites non, profiter à non. vos amis, vous en servez pour allumer le barbecue? Non. Alors, les livres ne sont pas chez nous, justement. Ils sont, on a une société de distribution qui est donc Pollen, qui est basée en Vendée. Et en fait, nos livres sont en Vendée. On en a quelques-uns, si on a une commande. Donc, ce que vous n'avez pas vendu, part en Vendée. Voilà, c'est pas les invendus ni les invendés. Donc voilà, mettons qu'un libraire commande 30 livres pour un salon, ou parce qu'il veut en mettre en rayon chez lui. S'il ne vend pas les livres, il va les renvoyer au distributeur. Et les livres vont repartir après. Ça, c'est quand ils ne sont pas abîmés. Hein. Quand ils sont abîmés, on ne sait pas ce qu'ils deviennent. À mon avis, J'ai envie de demander, il y a, comme les voitures, un second marché, l'occasion? Ouais, non, ça repart en neuf. Hein. Si les livres sont bien conditionnés, ça repart. Donc on a des livres qui font des allers-retours. Et c'est ça qui nous pose problème, parce que financièrement, parce qu'un livre, nous on paye l'aller. Ouais. S'il revient, on paye le retour. S'il repart, on repaye. Donc sur certains livres, on les vend, on a perdu des sous dessus, même si le livre est vendu Donc in fine. c'est aussi un travail de logistique. Ouais. Ça doit être passionnant. Ouais, ça c'est bien. C'est pour ça, c'est le distributeur qui le gère. Alors, on a fait une petite aparté sur les éditions du Caïman. On va parler, la grande nouveauté aujourd'hui, c'est ce livre, Le Théorème des grands hommes. Comment il est né et puis surtout pourquoi finalement il n'est pas publié chez vous? Comment ça se passe? Là, là aussi, c'est des rencontres, parce que la vie, finalement, on se rend compte que les rencontres, c'est la vie. Ouais, mais exactement. Alors, déjà, moi, mon idée de base, c'est de ne pas me publier. C'est exactement ce que je fais pour moi-même. Voilà, on ne se publie pas. Non, parce que, bon, il y a le côté auto-édition, même si... Alors, j'ai pu faire... Voilà, mon premier bouquin, je l'ai fait passer, parce que, voilà, comme je disais tout à l'heure, pour essuyer les plâtres, il fallait un bouquin. Et si on avait coulé tout de suite la baraque, au moins, voilà, personne ne m'aurait engueulé. J'en ai fait passer un deuxième, c'était au début aussi, parce qu'on n'avait pas de livre qui correspondait à ce qu'on voulait. Donc j'avais pu le faire, donc c'était La Morte des Tourbières, celui-là. Je l'avais fait passer au comité de lecture de manière anonyme. Non, tiens, j'ai reçu ce texte, vous voulez le lire, etc. Et alors il a été accepté, à une exception près, une personne qui avait dit, je m'en souviens, ça m'avait fait marrer, à ne pas publier beaucoup trop vulgaire. Donc voilà, mais le reste du comité était, alors, on ne va pas dire enthousiaste, mais voilà, le livre avait été validé. Et maintenant, comme j'ai des personnages récurrents, je ne peux plus faire le coup, donc je l'envoie à d'autres maisons d'édition. Et justement, ça s'est passé comment? Là, c'est un envoi ou c'est... Parce que j'ai vu la maison d'édition, c'est une personne que, si je ne dévoile pas de secret, on avait croisé à la fête du livre de l'humanité, qui avait aussi une maison d'édition. Donc là, c'est un rapport amical, finalement. C'est ça. Donc voilà, moi pour publier, j'ai publié dans plein de maisons, hein, je crois que j'ai écrit 8 romans dans 6 maisons d'édition différentes. Et je commence à être prudent, parce que alors j'en ai eu des très sympas et tout, mais qui ne faisaient pas le job, hein, c'est-à-dire ils imprimaient les bouquins et puis ils attendaient que ça se passe. C'est ce qu'on entend souvent. Voilà. Donc une fois qu'on a vendu dans son réseau, les copains, machin, faites du livre de Saint-Étienne, et ben
Voilà, on a vendu 50 bouquins. Vous faites du livre de Saint-Chamond? Ou de Saint-Chamond, ou de Saint-Just-Saint-Rambert. Très bien. On les a tous placés. Voilà, je réfléchis. Voilà. Il y a Cyril Comtal aussi. Qui arrive bientôt. Voilà, donc voilà, il me fallait une maison d'édition qui fasse le travail. Et effectivement, on a rencontré Marie-Pierre Vieux à la fête de l'UMA, qui dirige cette maison Arcane 17. Et cette maison m'intéressait à deux points de vue. D'abord parce qu'ils ont le même distributeur et le même diffuseur que nous, Édition du Caïman. C'est d'ailleurs eux qui nous avaient fait entrer dans ce réseau de la diffusion-distribution, donc avant qu'on se connaisse mieux que ça. On a beaucoup d'auteurs de chez nous, entre guillemets, qui publient aussi chez Arcane 17 dans le cadre de recueils collectifs. Donc voilà, on a des liens avec cette maison d'édition. Bon, ben Marie-Pierre, on l'avait vu, c'est quelqu'un de très sympathique. Elle a encore une qualité supplémentaire, c'est qu'elle est originaire de Tarbes. Je me souviens d'un accent. Voilà, et Tarbes, moi, c'est la région d'origine de tout le côté paternel. Enfin, c'est Bagnères de Bigorre, les Hautes-Pyrénées. Donc voilà, et moi, quand j'ai eu fini ce bouquin, elle m'avait appelé pour autre chose. Elle est journaliste, et on devait faire un article sur le monde de l'édition en province. Et je lui ai dit, à propos, vous ne publiez pas des polars, vous. C'est plutôt une maison d'édition, je dirais, sciences humaines militantes. J'allais dire le mot, voilà, militante, voilà. engagée. Engagée, voilà, c'est par exemple, là j'étais avec eux sur un salon, il y a un bouquin pour une charte du travailleur au JO 2024, voilà. Des livres signés par des inspecteurs du travail qui ont été enquiquinés par le gouvernement, voilà, c'est plutôt ça, mais il me semblait qu'ils avaient du polar, donc je lui demande, il me dit, ah bah ouais, d'ailleurs on en cherche. Je dis, écoute, il y en a un, il est un peu politique, il me dit, ah bah écoute, nous c'est ça, c'est ce qu'on fait, envoie-le nous. Et bon, bah, très rapidement, ils m'ont répondu, bah, écoute, super, tu peux annoncer, on le prend. Et tiens, entre le moment où elle vous a dit on le prend et le moment où il existe, là, qu'on on le tient dans les mains, il se passe combien de temps? Alors, ça Moi, j'aime bien savoir les délais. Ouais, mais c'est bien, parce que effectivement, ça peut durer très longtemps, surtout au Caïman. Quand on dit oui à quelqu'un, des fois, il faut attendre très très longtemps. Là, ça a été rapide. Ouais. Alors, rapide dans le monde du livre, on s'est mis d'accord au printemps. On signe un contrat? On signe un contrat, et le livre est sorti en septembre. Donc moi, elle m'a dit, c'est génial, on va le lancer pour la fête de l'UMA en septembre. Donc la rentrée littéraire, fête de l'UMA, moi j'adore ça. Donc j'étais super content. Et est-ce qu'il y a un objectif de vente? Ou alors on est un peu, j'allais dire, on part dans l'inconnu au niveau des nombres de ventes? Ouais, alors on part dans l'inconnu, parce qu'on ne sait pas du tout. Hein. Un bouquin, il plaît pas, on en parle, on n'en parle pas. Même parfois on en parle, mais on va dire par exemple celui-là, ça parle du complotisme, etc. Il y a des gens qui vont dire ah j'aime pas les trucs sombres, voilà. Mais par contre oui, pour une maison d'édition, alors moi c'est pour ça que j'aime bien ne pas me publier. Moi j'ai pas d'objectif sur ce livre. Si j'en vends, je toucherai des droits d'auteur un jour. Mais voilà, je sais que là aussi c'est pas ça qui va me faire changer ma voiture, hein, sauf si j'en trouve une à 200 balles. Mais voilà, par contre pour la maison, oui, il y a un objectif, parce que une maison d'édition, elle va payer, voilà, il y a tous les frais d'impression. Ce qui est prévu sur le contrat, si ma mémoire est bonne, c'est un tirage de 1000 exemplaires. Ouais. Et je sais que nous, c'est ce qu'on fait souvent, 1000 exemplaires. On commence à récupérer la mise à partir de 500 ventes à peu près. Donc voilà, il y a un objectif pour la maison qui est de récupérer déjà au moins les billes. Et puis l'auteur, voilà, s'il vend bien, il est content, quoi. On va en venir au contenu. Ce livre, il parle de quoi finalement? J'ai vu le résumé sur tout un tas de sites internet, mais je vais peut-être plutôt vous laisser la parole pour nous dire à quoi s'attendre en ouvrant les pages de ce théorème des grands hommes. Alors, il est assez différent dans sa construction de ceux que j'ai écrits avant. Jusqu'à présent, j'écrivais des enquêtes assez linéaires. On partait d'un point A, on allait au point Z, en passant par ABC, bien dans l'ordre, etc. Donc, rythmé, voilà. Celui-là, alors déjà, j'ai mis 7 ans pour l'écrire, donc j'ai eu le temps d'y réfléchir. Un septennat. Ouais. Alors, c'est pas qu'il m'a demandé plus de travail, c'est que j'ai pas le temps d'écrire assez. Donc, mais du coup, j'ai eu le temps de beaucoup y réfléchir. Et toute la première partie du livre, les 50 premières pages, je pose les pièces d'un puzzle, qui apparemment n'ont pas trop de rapport les unes avec les autres, puisqu'on va avoir d'un côté la découverte d'un dinosaure, une nouvelle espèce de dinosaure à Velot. Velot, c'est un site archéologique près d'Aix-en-Provence. J'ai eu peur sur l'instant, j'ai cru qu'on parlait de moi, un dinosaure. Voilà, donc une espèce, voilà, c'est un fait réel, un dinosaure nouveau a été trouvé dans ce coin.
Il va y avoir des personnages de l'université, du département paléontologie de l'université de Poitiers, puisque c'est eux qui géraient ça. Oui, c'est un grand voyage, le livre. Hein. Voilà, c'est ça. Celui-là, il se déplace énormément. On a une espèce d'officine qui cherche à faire émerger un parti d'extrême droite. Alors, et le moyen qu'ils ont trouvé, c'est d'inventer, de monter de toutes pièces un complot. Un complot pour faire un peu comme ce qui a fait monter Trump, qui est bien soutenu, et toujours soutenu par les platistes, les créationnistes, etc. Inspiré de l'actualité alors. Voilà. Donc il y a tout ça, il y a d'autres trucs encore, voilà. Et j'ai mes personnages habituels. Donc les mêmes qu'on avait dans les 2 romans précédents, qui sont... alors j'ai bien aimé, c'est Daniel Damar de la librairie Quartier-Latin qui avait fait une petite fiche sur le livre, et il parle de marginaux au grand cœur quelque peu violents. Donc voilà, j'ai des marginaux au grand cœur, alors bon, ils sont, on va dire, c'est des altermondialistes qui... mais pas encartés, quoi. Est-ce qu'on peut dire des utopistes? Ce sont des utopistes, mais ils vivent à leur manière, quoi. Ils vivent dans le Pilat, dans une vieille baraque dont ils ont hérité. Ils publient un journal. Non, ils élèvent rien du tout. Ils ont publié un journal. C'est un canard enchaîné local, pour un peu comme ce que vous faites là, pour dénoncer un peu toutes les frasques non, on ne dénonce pas, on remet en lumière. Voilà, c'est ça, ils mettent en lumière toutes les petits travers de nos politiques et hommes d'influence, hommes et femmes d'influence locaux. Voilà, donc ils sont là, ils font leur truc. Et un des personnages, Yvon Benouassil, a une double origine. Il est djerbien, tunisien, et breton. Donc Yvon Benouassil, c'est pas très très recherché, un prénom breton et un nom maghrébin. Et sur le livre précédent, Niglo, il revenait de Tunisie, et dans celui-là, il part à Saint-Malo. Voilà. Très belle ville d'ailleurs. Voilà. Et c'est à Saint-Malo que tout va se rejoindre, et que Benouassil va se retrouver au milieu d'un imbroglio qui va servir de grain de sable. Il est évident qu'en 7 ans, vous avez eu le temps de cogiter. Ouais. Alors j'ai eu le temps de cogiter, et alors c'est quelque chose de... Je pense que c'est le livre que j'ai le plus relu. Je ne sais pas combien il aura de lecteurs, mais en tous les cas, moi je l'ai lu un sacré paquet de fois, parce que j'écris pendant les congés. J'ai pas le temps le reste du temps, sauf que d'un congé à l'autre, j'ai tendance à oublier, puis les années passant, ça ne s'arrange pas. J'ai un peu tendance à oublier ce que j'ai mis avant, donc chaque fois j'ai relu du début avant de repartir. Donc c'est un bouquin qui a demandé pas mal de boulot, d'écriture, de réécriture et de recherche aussi. Et au bout de 7 ans, est-ce que le livre ressemble à l'idée de départ? Non, l'idée de départ, c'était autre chose. L'idée de départ, c'était bien la découverte du dinosaure. Et j'étais tombé sur un article de la Provence. J'étais en vacances dans le Midi. Je dis, là, j'achète la Provence. Je lis toujours le journal local et l'Humanité, parce que, voilà. Parce qu'il dénonce pas mal de trucs sur le plan politique que j'aime bien. Et donc je lis la Provence, découverte d'un dinosaure, machin chouette, à Velot, un lézard titanosaure, enfin voilà, un lézard titan. Des mots difficiles à prononcer devant une caméra. Hein. Voilà. Et bon, je lis le truc, ça m'intéressait, mais sans plus, et je vois qu'en fait la découverte avait eu lieu bien avant, mais qu'il ne publiait que, je crois que c'est même plusieurs années plus tard, je me souviens pas. Le temps de faire des vérifications. Ouais, les vérifications, et puis surtout les planquer les ossements, parce que c'est ce qui m'avait attiré au début. Il y a un trafic. Voilà, il y a du trafic depuis le film E.T. Ça a déclenché une vague, et il y a des vols sur les chantiers, etc. Donc quand il y a une nouvelle espèce, ils ne communiquent pas tout de suite. Et moi, dans mon idée, c'était plutôt ça. Tiens, dinosaures, trafic d'os de dinosaures. J'ai jamais lu ça dans un polar, ça peut être intéressant. Mais bon, l'histoire, il y a bien le dinosaure, mais il n'y a pas du tout, enfin pas comme je le pensais au début, d'histoire de trafic d'os. Il y a du déplacement d'os. C'est un livre qui est assez gros. Il y a combien de pages à peu près? Il doit faire 250 pages. Je vais essayer de voir ça. Ouais. 280 pages. Donc c'est quelque chose qu'on peut lire d'un seul trait, ou il faut venir en plusieurs périodes faire des pauses et considérer qu'il y a des épisodes? Alors, moi, le conseil que je donne, c'est de lire le début d'un coup. Enfin, d'un coup, il faut s'arrêter pour manger et dormir, hein, et le reste. Non, parce que le fait que de sa construction, le fait qu'il y ait beaucoup d'éléments disparates, on peut s'y perdre un petit peu si on ne lit pas tout, parce qu'on va parler du paléontologue, on va parler de l'officine, on va parler on parle de plein de trucs différents. Donc c'est pas mal de lire le début d'un coup, et après, une fois que tous les éléments sont posés, l'histoire suit son cours de manière beaucoup plus simple. Voilà. Donc il faut mettre un
il y a un gros démarrage. Il faut un gros démarrage et puis après on peut souffler un peu. Quand on a terminé son livre, est-ce que c'est compliqué finalement de trouver un titre accrocheur, un titre qui résume, ou alors des moments on trouve un titre qui sonne bien mais qui ne ressemble pas au livre? Ouais, ça m'arrive. Alors l'histoire de ce titre, là, c'est particulier aussi. Le titre du départ, c'était Lézard Titan, puisqu'il s'appelait comme ça. C'était une contrepétrie avec l'Arpitam qu'on parle dans la région? Ouais, peut-être, pourquoi pas. J'étais pas allé si loin dans la réflexion. Donc c'était Lézard Titan, etc. Puis après, j'ai pensé à On a tous dans le cœur des vacances à Saint-Malo, parce que ça passe pendant des vacances à Saint-Malo. Donc il faut faire un clin d'œil à Eric Chardin. Exactement. Et puis sur la fin du livre apparaît ce fameux théorème, T-E-O-R-E-M, il n'y a pas de faute d'orthographe, c'est bien voulu comme ça. Et ce théorème, effectivement, a une grosse importance sur la fin du livre. Et moi, je suis parti là-dessus en disant le théorème des grands hommes. Ce qui, à mon avis, voilà, c'est un titre qui me plaît bien à moi. J'aime bien, je trouve que ça sonne bien, c'est un petit côté énigmatique et poétique, etc. Mais j'avais dit à l'éditeur, c'est peut-être pas un titre très vendeur, parce que quand on voit ça, on ne sait pas de quoi ça parle, ça n'annonce rien, c'est pas... La couverture est sombre, le titre est compliqué, on se dit, oula, ça va pas être un livre pour moi. Ouais, voilà, on peut dire ça, on peut penser ça. Donc je lui ai dit, c'est peut-être pas très commercial et tout, et je lui ai dit, j'avais pensé à Lézard Titan, et on a tous dans le cœur des vacances à Saint-Malo. Et donc le directeur de collection, Diego Arabal, que je salue, parce qu'il va regarder, je le sais, m'a dit, écoute, nous, ça nous plaît bien, ce titre. Avec l'accent du sud-ouest, que je ne veux pas imiter, parce que bon, ça nous plaît bien, on va le garder. Donc voilà, c'est parti pour le théorème des grands hommes. Une autre question, dans les salons, on se rend compte qu'il y a deux catégories, les auteurs régionaux et les auteurs nationaux. Ouais. Comment on passe d'auteur régional à auteur national? Est-ce qu'il y a une marche à saisir? Alors, je pense qu'un auteur régional, c'est un auteur qui est publié par une maison régionale, qui ne va pas le diffuser en dehors de sa région. Alors qu'un auteur, tous les auteurs sont régionaux, Bussy, il est de je sais pas où, de Normandie, Tilliez, il est du Nord, etc. Voilà, je sais pas, on va pas tous les passer, mais le fait que, voilà, Tilliez, il est dans une maison, je sais pas quoi, Fleuve Noir, ou je sais pas trop où, bon, ces bouquins, on les trouve partout, sur toutes les deux. Donc voilà, là, il atteint le statut d'auteur national. Les auteurs comme moi, comme ceux qu'on publie au Caïman, on est bien publié par des maisons nationales, mais nos livres, on ne va pas les trouver en tête de gondole partout. C'est-à-dire que, et je parle pour moi, moi je sors de Saint-Étienne, personne ne me connaît, quoi. C'est donc, je suis un auteur régional dont on peut trouver les livres partout en France. On peut les trouver, donc sur Internet aujourd'hui, on peut commander un livre n'importe où et le recevoir, mais est-ce qu'on va faire aussi la promo ailleurs? Je vous ai vu récemment dans le Beaujolais. Oui. Là aussi, ça se passe comment parce que c'est un autre métier, la communication. C'est la maison d'édition qui s'occupe de ça? Comment ça se passe? C'est une synergie. La maison d'édition, effectivement, cherche à faire signer ses auteurs à droite à gauche, à avoir des événements, les mettre en contact avec des journalistes, etc. Et l'auteur doit... un auteur qui ne bouge pas, qui fait rien, qui reste dans son coin, qui attend que ça se passe, alors, sauf si c'est le génie du siècle, ça va pas marcher, quoi. Donc c'est un mélange des deux. Moi, ce que j'ai fait, j'ai envoyé la présentation du livre à tout mon réseau. Et voilà, j'étais à la FNAC de Belleville en Beaujolais samedi dernier. C'est le hasard, j'y étais au mois de juillet pour l'arrivée du Tour de France. Ah ben voilà, donc je t'ai pas vu, c'est pour ça. C'était en juillet. Et voilà, donc la FNAC de Belleville m'a répondu, alors que la FNAC de Saint-Étienne ne m'a pas répondu, quoi, par exemple. Donc c'est un peu bizarre. Là, le lancement de ce livre, comme je disais, ça a été sur la fête de l'UMA à Paris. Là, pour le coup, c'est vraiment la maison d'édition qui avait un stand sur place. Et début décembre, je vais aller à Vitry, à l'invitation d'Antoine Blossier, qui chapeaute ce festival du roman noir et social. Et là aussi, c'est avec la maison d'édition. La maison d'édition Arcane 17 est invitée, et l'organisateur a dit, voilà, si vous avez des auteurs à nous proposer, et moi, j'y suis allé. Enfin, je vais y aller. J'imagine qu'aujourd'hui, pour vendre du livre aussi, il faut faire comme beaucoup de choses, il faut être vu à la télé. Est-ce que c'est une marche trop difficile pour avoir accès aux médias nationaux et avoir son petit quart d'heure de gloire en passant dans une émission qu'on voit sur les chaînes nationales? Ouais, c'est extrêmement difficile. Il faut faire un chèque? Non, on a eu... Je pense que si on est à Paris, qu'on a un attaché de presse, voilà. Ça se paye l'attaché de presse. Voilà, c'est ça. Et un attaché de presse,
c'est entre 1500 et 4000 euros quoi, pour défendre un livre. Donc vous voyez, hein, il faut en vendre des bouquins pour... Voilà, donc il y a tout un réseau. Si Gallimard sort un bouquin, l'attaché de presse va travailler avec tous les chroniqueurs littéraires, etc. C'est pour ça qu'on voit un peu toujours les mêmes. Hein. Une fois, on a eu 2 livres, nous, édition Caïman, dont on a parlé à la télé. C'était un livre jeunesse, dans l'émission Les Maternelles, et l'autre, c'était un roman de Valérie Alam, 4 morts et un papillon, qui était passé sur Polar Plus. Moi, j'avais suivi fébrilement le soir même sur Amazon, je guettais l'envol des ventes, il y a eu rien du tout, donc je ne sais pas ce qu'il faut en fait. Là, les auteurs n'étaient pas invités, le livre avait été présenté. Il y a eu aussi sur une émission le livre de Sandrine Cohen, Tant qu'il y a de l'amour, dont on a parlé. Voilà, on a parlé de 3 livres à la télé. Quand on est sur les salons, quels sont aujourd'hui les retours que vous avez de ce théorème des grands hommes? Les premiers retours? Alors, sur les salons, je n'en ai pas eu, puisque les gens ils ne connaissent pas le bouquin. Donc, il faudra que je revienne l'année prochaine à la FNAC de Belleville si j'ai une nouveauté. Puis, je demanderai aux gens ce qu'ils en ont pensé. S'ils reviennent. S'ils ne reviennent pas, c'est... Voilà. Mais je ne les ai pas photographiés, je ne fais pas de fiches. Par contre, voilà, on a les retours, on a des retours presse, de blogueurs, voilà, pas de presse nationale, mais pour l'instant, on ne désespère pas, hein, on ne sait jamais. Il faut toujours faire un petit peu comme le petit pousset, semer exactement, des petites miettes. Exactement. Et parfois, il y a cette petite miette qui se dirige à un endroit qui est plus important. Voilà, on jette des bouteilles à la mer, on en parle, et parfois, voilà, si on écoute les démarrages des grands auteurs, parfois c'est assez bizarre, hein. Parfois il ne faut pas grand-chose, quoi. Dernière question pour ce qui est des salons, est-ce que c'est vous qui faites la demande? Comment ça se passe? On voit des salons de livres, hein, notamment sur les réseaux, il y en a toutes les semaines. Partout. Il y en a toutes les semaines dans toutes les villes de France. Donc comment ça se passe? On cible, on envoie des candidatures? On envoie des bouquins. Ouais. On envoie des bouquins. On se dit tiens, celui-là j'aimerais bien le faire. Là par exemple, on a envoyé, c'est la maison d'édition, je lui ai dit j'aimerais bien le salon du polar de Concarneau par exemple. Donc ils ont envoyé à Concarneau, ils ont envoyé à Cognac, voilà, quelques salons. Je n'en ai pas demandé trop parce que ça coûte cher d'envoyer des bouquins. Je ne vais pas ruiner cette si sympathique maison. Et puis moi, j'ai pas envie non plus de courir tous les week-ends. Voilà, en faire quelques-uns, j'aime bien. Et puis il faut se tenir au courant. Voilà. Quand on part sur un salon, comment ça se passe au niveau des frais? C'est tout à votre charge? Alors non. C'est alors un salon sérieux parce qu'il y a plein de salons où il y a des voilà. Je vais prendre le pire cas. Je vais nommer personne. Hein. Le pire cas de figure, c'est le salon qui vous dit il n'y a pas de frais de transport, il n'y a pas d'hébergement, et il faut payer sa place pour venir à notre salon. Donc il y en a où c'est comme ça. Donc moi, voilà, ceux-là, c'est pas la peine, sauf si c'est à côté de chez moi. Hein, voilà, le salon du livre de Saint-Chamond, on en parlait, je n'ai jamais leur demandé de me payer Saint-Étienne-Saint-Chamond, ni de dormir à l'hôtel. Je rentre chez moi le soir. Je crois qu'ils peuvent vous donner un ticket de bus. Voilà, à la limite, un petit ticket de bus. Après, voilà, sur des salons loin qui engagent des frais, voilà, c'est... Moi, sur un salon sur lequel, voilà, Belleville, j'ai vendu 10 livres. 10 livres, c'est en droit d'auteur, ça va me faire un peu moins de 20 €, je crois. Ça ne paye pas le train, alors? Voilà, ça ne paye pas le train. Donc, si on doit prendre les frais de déplacement, voilà, si on voit du monde, on voit des copains, on se marre bien, on mange bien, on boit des canons. Donc, ça peut être, voilà, mais c'est pas intéressant, quoi. Quelles sont les dates finalement? Déjà, le livre, donc, on peut le retrouver dans toutes les bonnes librairies de France et sur Internet. Alors, on peut le commander dans toutes les librairies, il est présent dans certaines librairies, et j'en profite puisqu'on est sur un média régional mais de portée nationale, là aussi. Tous les libraires stéphanois ont le livre en rayon. Et j'en profite pour les remercier s'ils regardent, parce que c'est vachement sympa, quoi. Tous les libraires, Forum, Paris, Quartier Latin, l'une et l'autre, Mauvais Genre, voilà, tout. On peut trouver le livre partout. Et vous qui avez l'expérience, j'allais dire, de la bouteille, est-ce que les lecteurs, je le pose souvent aux artistes, est-ce que les lecteurs, ils sont différents suivant les régions quand on échange un peu comme ça? Non. C'est le français de base? Ouais, c'est des lecteurs... moi j'aime bien voilà, ce que j'adore sur les salons. Ah ben oui, c'est l'échange. Hein. C'est l'échange, parce que voilà, si on vend des livres, on est content, parce qu'on dit tiens, voilà, super. Pas que pour les sous. Hein, mais je suis en train de me demander si financièrement vous ne laissez pas tout le bénéfice à la buvette. Ça c'est voilà, il y a certains salons qui sont qui peuvent poser problème dans ce domaine. Ouais. Mais voilà, l'échange et les gens,
Alors on a des fans, il y a des fans, alors pas des fans de moi, hein, j'en ai jamais vu, quelqu'un arriver en courant, waouh, Jean-Louis Nougaro, mais des fans de polar. Donc on a vraiment des gens qui sont des connaisseurs en polar qui arrivent en disant ah vous faites du polar, moi j'aime bien tel auteur, est-ce que ça correspond? J'ai remarqué qu'ils citent quand même souvent des noms américains, hein, les fans de polar. Ouais, il y en a, ils sont bons, hein, enfin il y a des bons chez les Américains, il y a des bons chez les Français aussi, mais ouais les Américains, c'est-à-dire qu'ils ont déjà passé le cap de de sortir chez eux et de se faire traduire, donc adapté en France, etc. Donc voilà, en général, c'est des... Moi, j'ai jamais été déçu en lisant un polar américain. J'ai pas lu que du grand polar chez les Américains, mais jamais de mauvais polar. Donc voilà, ils me disent, voilà, j'aime vachement Franck Tilliez, par exemple. Je dis, écoutez, moi, c'est pas du tout pareil. Si vous cherchez des scènes de torture interminables dans les catacombes, un soir de pluie, pendant la pandémie du Covid, vous l'aurez pas, ça, quoi. Donc voilà, il y a des gens qui savent ce qu'ils veulent, puis beaucoup de gens... qui disent, ouais, polar, ouais, j'en lisais avant. Alors souvent ils disent, j'en lisais avant. Ah ouais. C'est marrant, beaucoup de gens ont lu du polar quand ils étaient jeunes, et puis ils ont perdu l'habitude. Et souvent, moi, ils me disent, ouais, pourquoi pas, tiens, non, tiens, on va le prendre, puis je vais l'offrir. Moi, c'est souvent, on va l'offrir, ils connaissent. Tant qu'ils disent pas, je le prends pour caler une armoire. Ouais, même, je m'en fous, moi, ça servira aux petites souris. Mais voilà, donc non, les gens, voilà, en général, c'est du bon sens, ils parlent de quoi, c'est bien. Oh, puis alors, comme on dit, ce qui va déclencher l'acte d'achat, c'est vraiment bizarre, quoi. Les gens, ils prennent le truc, ah, ça se passe à Saint-Malo, on y était en vacances, on va le prendre. Ou alors, c'est une histoire de complotisme. Quand on raconte une histoire à quelqu'un, qui puisse s'identifier. Exactement. C'est comme ça qu'on voit que les audiences, elles marchent. Ouais. Quand personne ne peut s'identifier, finalement, ça fonctionne. Voilà, c'est ça. Les gens, alors c'est pour ça, alors c'est pas pour ça, mais moi j'aime bien vraiment déterminer les lieux dans lesquels se passe l'action. C'est pas pour vendre plus de livres, mais voilà, moi je m'y retrouve, et il y a des gens qui s'y retrouvent, ils disent « Ah tiens, ça se passe à Die aussi, c'est bien Die ». J'y étais en colo quand j'étais gamin. Pour conclure, les dates qui viennent, les semaines qui viennent, c'est quoi, Jean-Louis Nougaro et les éditions de Caïman? Est-ce qu'il y a des rendez-vous importants à ne pas rater? Ouais, il y en a plein. Alors, on va commencer par le Caïman. On vient d'avoir une sortie, une nouveauté en polar roman noir. C'est un polar, mais plus roman noir, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une intrigue qui va porter le lecteur. Il y a une intrigue, mais c'est surtout un roman d'ambiance, on va dire, qui se passe au plein centre des États-Unis, dans une ville sur une période de 3-4 jours en plein déluge, etc. Et c'est un bouquin, je vais utiliser le mot, moi que je trouve, et que notre comité de lecture a trouvé magistral. Donc il s'appelle La valse des McKinley, et franchement, Et l'auteur? L'auteur, c'est Richard Canal. Alors Richard Canal, voilà, c'est un nom qui n'est pas connu dans le monde du polar. Donc, tous ceux à qui j'en parle me disent, je ne connais pas Richard Canal. C'est un gars qui est d'une grande discrétion. C'est-à-dire lui, on ne va pas le voir sur les réseaux sociaux, selfie, machin. Là, c'est lui qui est aux Utopias à Nantes. Personne, même moi, je ne le savais pas, s'il ne m'avait pas fait un petit message. Voilà, donc Richard Canal, il a écrit plus d'une vingtaine de livres, publiés dans de grosses maisons d'édition, mais il alterne entre le polar et la SF. Et quand j'ai présenté son livre, donc j'ai envoyé au libraire la fiche de présentation, Thierry Haraud, de la librairie Mauvais Genre, une très belle librairie à Saint-Étienne, m'a répondu en me disant « Waouh, vous avez Richard Canal, je le connais de la SF, mais je ne savais pas qu'il faisait du polar. Mais alors, sacrée pointure, quoi. C'est un gars qui a eu plein de prises. C'est une écriture magnifique. C'est quelqu'un qui est arrivé comment aux éditions du Caïman? Alors, il est arrivé, je l'ai rencontré à la fête du livre de Saint-Étienne. On était sous le stand des éditeurs, la place Jean Jaurès, tranquille. Et tranquille, peinard, accoudé. Ouais. Et je vois ce monsieur qui arrive, qui me dit « Bonjour, le libraire sur le stand duquel je suis m'a dit de venir vous voir parce que j'ai un polar à vous... je viens de terminer un polar, j'aimerais bien l'envoyer à des maisons, mais j'aimerais bien une maison qui fasse que du polar. » Il n'y en a pas tant que ça, en fait, des maisons qui font que du polar. Parce que tous les gros, Gallimard, machin et compagnie, ils ont une collection polar. Nous, on fait que du polar. Donc, on est les spécialistes du polar. On en vend 1000 fois moins que Gallimard. C'est bien d'avoir une spécificité. Voilà. Ça identifie tout de suite l'interlocuteur. Voilà, donc il avait envie, je pense, je sais pas, voilà, d'être publié par une maison qui ferait que du polar. Le libraire lui avait dit, ils font des trucs pas mal. Voilà. C'est l'année où on avait publié Sandrine Cohen, qui avait eu le Grand Prix de littérature policière. Qu'on n'a toujours pas vu à Saint-Étienne, d'ailleurs. Non. C'est bien dommage. Non, mais elle viendra peut-être. Hein. J'espère bien. Elle l'avait promis.
Elle devait venir pour les Gueules Noires du Polar et il y a eu le Covid. Tout à fait. Et donc ce monsieur, je lui dis ok, oui, envoyez-moi votre manuscrit, tout ça. Mais puis il m'avait vraiment pas fait de flamme en disant ouais, je suis connu, machin, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais, hop. Et je tape son nom, donc j'invite les gens qui regarderont cette émission à taper Richard Canal sur Internet. C'est quelqu'un qui a un parcours extraordinaire. Il a été, il a été maître de conférences en intelligence artificielle, il a eu le prix du Solaris, il a été conseiller ministériel, voilà. C'est quelqu'un qui a un gros vécu et qui écrit drôlement bien. Donc voilà, la valse des McKinley. En décembre, on a notre dernière sortie de l'année qui vaut son pesant de cacahuètes aussi. Je ne sais pas si c'est une expression stéphanoise. Hein. Son pesant de charbon, de boulet, son pesant de boulet de charbon. Et c'est un livre de Jérémy Bouquin, donc on a déjà publié plusieurs fois Jérémy Bouquin. Si je ne dis pas de bêtises, il a fait un nouveau bouquin. Exactement. Donc voilà, ce sont toujours des livres très noirs qu'il écrit. Donc le premier c'était Chien, enfin chez nous il en a publié pareil, il publie énormément dans de belles maisons aussi comme le Rouergue. Et donc on avait publié Chien de guerre et Tableau noir du malheur. Et là il nous a écrit un bouquin, c'est une partie de poker, donc il est du Berry lui. Et ce bouquin se passe dans le Berry, c'est une partie de poker clandestin dans le Berry. Alors là on n'est pas dans le déluge, on est en pleine tempête de neige. Et là aussi ça dépote, ça dépote. Donc très beau bouquin, il s'appelle Bad Run. Je me dis peut-être une bêtise, mais je crois que c'est au mois d'avril, il y a le grand quai du Polar, il me semble, sur Lyon. Ouais, c'est mars Là, ou vous avril. n'arrivez pas à glisser un pied, comment ça se passe? Jamais, jamais. Alors j'ai une petite amertume à ce sujet. Alors je n'envoie plus de livres d'ailleurs, parce que pendant 10 ans j'en ai envoyé. On n'a jamais eu de retour. C'est bien dommage. Alors si une fois on a eu un retour pour nous dire que ça n'avait pas été validé, bon, c'est déjà la moindre des choses. Mais le reste du temps, on n'a pas de réponse et on voit passer. Donc je me dis, bon, les auteurs sont peut-être pas assez bons, ça m'étonne quand même, parce que quand j'y vais chaque fois au Quai du Polar pour rencontrer, parce que il y a voilà, les attachés de presse, voilà, le milieu parisien descend à Lyon sur le temps d'un week-end. Oui, c'est tellement gros. Ça permet de rencontrer du monde. Mais bon, ouais, je vois les auteurs, il y en a vraiment des grosses pointures, puis il y a des auteurs qui sont bien, mais pas non plus qui... Voilà. Et moi, là où j'ai été très déçu, c'est que quand on a eu Moi, j'ai essayé de faire inviter Sandrine Cohen. Elle a été défendue par une attachée de presse, elle a eu ses bouquins adaptés en poche chez J'ai lu a essayé de la faire entrer aussi, et n'a jamais été invitée. Alors, le Grand Prix de littérature policière, c'est l'un des 3 plus gros prix qu'on puisse décerner en France sur du polar. Donc de là à penser que le fait qu'on soit stéphanois, ça leur plaise pas, non, je crois que je leur ai fait un courrier en disant j'ose espérer que ce n'est pas parce que... Voilà. Mais non, on n'a jamais eu de retour. Et quand un livre il passe chez la collection J'ai lu, est-ce que vous n'avez plus de lien après les éditions Calmer, ils disparaissent là? Non, parce que, alors, prenons l'exemple, on n'a eu que Sandrine Cohen adapté, hein, ces 2 livres ont été adaptés en poche. Les éditions J'ai lu donc rachètent les droits, voilà le genre de petits coups qui nous font gagner un peu des sous, et qu'on a réinvesti chaque fois justement sur des attachés de presse pour Sandrine, puisqu'on tourne en interne. Mais le livre continue à exister dans son format tant qu'il en a, hein, tant qu'il en reste. Il existe en grand format, on va dire, et il existe en format poche. Alors évidemment, sur un salon, quand il y a les deux, le format poche de Tant qu'il y a de l'amour, c'est 8,90 €, le grand format, c'est 25 €. Donc, mais il y a des gens qui aiment le grand format, qui préfèrent, etc. Donc on a toujours le livre continue d'exister, etc. Avec votre réseau, votre expérience, est-ce que vous n'avez pas envie, quand on voit qu'à Lyon, vous avez été, entre guillemets, rejeté, vous n'avez pas envie de créer un petit salon dans la région, dans la périphérie de Saint-Étienne, un truc un peu spécial, avec un ton un peu décalé, comme je vous connais, et quelque chose qui mettrait un peu de lumière sur les polars? Alors, j'y pense depuis des années. J'attends la retraite. Alors le problème c'est que la retraite, l'âge de la retraite... Et moi j'attends l'amour, alors on n'y arrivera pas. Ça va peut-être arriver en même temps. Voilà, moi le problème de l'âge de la retraite, ça fait 6 ans que j'aurais dû être à la retraite par rapport à ce qu'on m'avait dit le jour où j'ai signé mon contrat. Bon, voilà. Mais vous ne faites pas vos 80 ans, hein? Non. Ben, je prends des vitamines dans les buvettes des salons. Mais voilà, je vais être à la retraite dans 1 an et demi, 2 ans. Et on n'a pas de salon du polar à Saint-Étienne, par exemple. Non, mais il y a peut-être des choses à part les Gueules Noires du Polar avec la librairie de Paris. Donc, c'est quelque chose que j'aimerais bien organiser, un salon du Polar. Donc on peut conclure en disant longue vie au théorème des grands hommes, longue vie aux éditions du Caïman,
Et puis peut-être dans les années qui viennent, peut-être une belle surprise sur un salon, un événement qui pourrait être sympathique dans la région. Bah, ça serait bien, surtout que Saint-Étienne, c'est quand même, voilà, pour conclure, hein, moi je suis content d'être à Saint-Étienne, ça s'est trouvé comme ça, j'ai pas choisi, hein, mais Saint-Étienne, c'est vraiment une ville du polar. Donc, quand on dit Saint-Étienne et le polar, on pense à Aix-Braillard, quoi, toujours. Voilà, c'est le plus connu, mais il y a énormément d'auteurs, par exemple Jean-Noël Blanc, qui a publié Au Seuil, et qu'on va publier l'année prochaine. Petit scoop, on va sortir un polar de Jean-Noël Blanc aux éditions du Caïman. Jean-Noël Blanc et un auteur qui s'appelle Ponchardier. Alors personne ne connaît Ponchardier parce qu'il écrivait sous pseudo. C'est un Stéphanois qui a écrit toute la série des Gorilles. Le Gorille vous salue bien, etc., qui ont été adaptés avec Lino Ventura, qui ont été publiés à la série noire. Et voilà, on a donc puis il y en a d'autres, hein, des auteurs comme ça. Là, on a Yvan Zimberg en ce moment, qui est en train de percer, qui est un auteur stéphanois qui est publié chez HarperCollins, une boîte nationale qui a très bonne presse. Et il y a énormément d'auteurs de polar à Saint-Étienne. Très bien. Moi, je voulais juste faire une petite parenthèse et puis faire un petit peu pour mon ego. En aparté, on a parlé de cette nouveauté qu'on a créée ici qui s'appelle Radio Gaga. Et vous m'avez dit qu'il y avait énormément de gens qui vous en avaient parlé, donc ça me surprend, dans un sens oui et dans un sens non. Mais quelles sont les réactions de tous ces gens qui vous ont vu sur Radio Gaga à l'occasion de la fête du livre? Alors, la première réaction, ça les a fait marrer, parce que Jean-Louis, t'es sur Radio Gaga, voilà, ça fait... J'ai hésité entre Radio Gaga et Radio Gogol. Oui, mais voilà, il valait mieux prendre Radio Gaga, parce que je pense que ça les aurait pas trop surpris de me retrouver sur Radio Gogol non plus. Hein. Mais ouais, effectivement, moi au boulot, donc sur ce livre, il y a eu plusieurs articles dans la presse, il y a eu FR3, etc. J'ai suivi tout ça. Moi, au boulot, on m'a parlé de Radio Gaga. Donc ça tournait sur les réseaux sociaux, et c'est vrai que j'ai quelques collègues qui sont dessus, j'en fais partie, puisque je relais tout ce qui se passe autour des bouquins sur les réseaux sociaux. Mais voilà, l'avantage des réseaux sociaux, quand on voit un truc, on le partage aux autres. Et donc tout le monde a vu ma trombine dans la petite émission de Radio Gaga. Eh ben c'est super, on va essayer de développer ça. Sachant que nous aussi, on est comme le Caïman, mais nous, on a carrément zéro budget, donc tout est à l'arrache. Mais j'oublie pas, et moi, je vais profiter de ce fait qu'on ait vu et qu'on ait un petit peu vu, justement, de vous remercier encore une fois, parce que j'ai vécu une super aventure avec vous. Vous m'avez invité il y a quelques années sur la fête de l'humanité. Et comme je dis souvent, quand on est dans la fête de l'humanité, sur le salon du livre, et qu'on se retourne et qu'à côté de soi, il y a... Costa Gavras, ça fait tout drôle. Ouais. Il y avait tellement des gens fabuleux que c'était un peu Disneyland. C'est un moment exceptionnel. Nous, on y va tous les 2 ans. Je vais en dire un petit mot. On a une collection qui n'est pas polar, qui est une collection historico-politique avec des recueils historico-politiques. C'est un recueil collectif de textes, nouvelles, fictions, souvenirs familiaux, etc. Avec de grosses pointures. Là, on a... j'ai oublié son prénom, je préfère pas le dire pour pas dire d'ânerie, mais Cantaloube qui va écrire dedans, Didier Daninx qui est un fidèle, Maurice Gouiran, enfin voilà, des plumes moins connues mais néanmoins de talent. Et on va sortir en mars un nouveau livre. On les sort toujours en mars, une fois tous les 2 ans. Et ces livres, on va les présenter parce qu'ils ont bien leur place à la fête de l'UMA, qui est une fête engagée. Hein. Donc on va y retourner cette année, donc peut-être qu'on aura l'occasion d'y aller ensemble. Qui sait. Bon, on pourrait continuer pendant des heures. Hein. Mais on fera le tome 2. Exactement. Merci beaucoup. Jean-Louis Nogueron, merci Radio beaucoup. Gaga et tout ce que tu fais. On peut retrouver uniquement sur YouTube.